La toute première réaction de la Russie vient de tomber après cette attaque record de drones contre la capitale russe, Moscou. Vous n'êtes pas sans le savoir que plus de 700 drones ont été déversés sur plusieurs régions russes, mais notamment la capitale russe a été visée. La capitale russe, Moscou, a été visée. Une raffinerie, pas des moindres, très importante, a été frappée proprement. Alors finalement, la tension monte brutalement entre Moscou et Kiev. Il faut dire qu'il y avait eu vraiment un temps de relâche, un temps de pause. Mais cette fois-ci, nous sommes à un autre level. Alors, quelques heures après, l'une des plus importantes attaques de drones ukrainiennes, ukrainiennes contre Moscou, c'est le ministre des Affaires étrangères, le puissant ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est sorti du silence. Et il a dit ceci. Selon lui, la Russie mènera des frappes massives contre des cibles des forces armées ukrainiennes. La mission fixée par Vladimir Poutine est en train d'être accomplie. De simples mots en réponse aux actions de Kiev ne suffisent pas. Voici ce qu'il vient de dire. La mission fixée par Vladimir Poutine est en train d'être accomplie. C'est-à-dire que eux, ils voulaient laisser un peu de territoire à l'Ukraine, mais cette fois-ci, dès lors qu'ils ont repris brutalement, à la surprise générale de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre l'objectif. On a comme l'impression que l'objectif, c'est l'annexion de l'Ukraine. Et ça risque d'être une effectivité. Regardez ce que Sergei Lavrov dit. Il dit que la Russie mènera des frappes massives contre des cibles des forces armées ukrainiennes. C'est comme cela que ça se dit souvent. Mais en réalité, ça va être des cibles énergétiques. Le peu d'énergie qui leur reste, ou le peu qu'ils ont pu reconstituer, ils vont encore tout détruire totalement. Et puis comme on a comme l'impression que l'Occident, ayant échoué lamentablement en Iran, cherche à se venger du côté de la Russie, c'est ça la vérité. C'est l'impression que tout le monde a, puisqu'ils ont essuyé un échec très cuisant. Et la plupart des protagonistes des partis occidentaux impliqués dans le conflit ont fait comprendre au monde entier. Ils ont fait comprendre au monde entier que la Russie et la Chine aidaient l'Iran. Donc, est-ce que nous sommes en face d'une vengeance? Ah, il faut se venger contre la Russie. Alors, c'est compliqué. Il est très clair, le monsieur. Sergei Lavrov dit, de simples mots en réponse aux actions de Kiev ne suffisent plus. Et donc, la question est désormais simple. Est-ce que la Russie est en train de préparer une réponse exceptionnelle, capable de modifier le rythme de la guerre, et à un degré du jamais vu? Première autre question, sous-question, pourquoi Moscou est en train d'annoncer une riposte aussi ferme? Puisque depuis ces quelques mois déjà, la Russie avait changé son paradigme, sa rhétorique de guerre. Mais brutalement comme ça, qu'est-ce que cela sous-entend? Parce que les frappes iraniennes, et du moins c'est les frappes de drones ukrainiennes, ne visent plus uniquement les zones proches du front. Non. Désormais, comme on l'a dit tantôt, ce sont les infrastructures énergétiques qui sont visées. Ce sont les raffineries qui sont visées. Ce sont les centres logistiques qui sont visés. Certaines régions stratégiques autour de Moscou aussi sont visées. C'est quoi l'intention derrière? Si ce n'est pas une vengeance déplacée. Ils ne peuvent rien contre la Russie. Mais comment agenouiller la Russie sur le plan économique? C'est pourquoi désormais les infrastructures sont visées. Donc pour les autorités russes, ces attaques visent directement les capacités économiques et militaires du pays. C'est ce que les autorités annoncent. Pour elles, c'est ça. Le Kremlin veut restaurer la dissuasion à travers cette déclaration de Lavrov. Moscou cherche à envoyer un message très clair. Mais on ne sait pas si ça va se limiter à la simple dissuasion, puisque les Russes aussi ont appris de la résistance iranienne, même s'ils sont les maîtres des Iraniens. Mais en termes de détermination, en termes de fermeté, l'Iran a donné une leçon, pas seulement à la Russie, mais au monde entier. Et donc, sont-ils en train de chercher à s'inspirer
des actes de l'élève de la Russie. Point d'interrogation. Alors, pour le Kremlin, toute attaque majeure contre le territoire russe entraînera une réponse encore plus importante. L'objectif est de convaincre Kiev que le coût des frappes en profondeur continuera d'augmenter, puisque eux ne vont pas s'arrêter. Ben, d'autres observateurs estiment que la Russie, c'est elle qui est en train de traîner. Il faut finir une fois pour toutes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi facile d'en finir une fois pour toutes. On a vu ce qui s'est passé en Iran. Hein? Donc, Poutine veut montrer que ses objectifs restent inchangés. Et lui, il est droit dans ses bottes. Ces derniers mois, ils ont parlé de négociations, etc., etc. Même si on n'avait pas eu le temps de commenter ces actualités. Mais ça n'a jamais abouti à quelque chose. Sinon, les frappes n'allaient pas reprendre de la plus belle des manières. Et donc, lorsque le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, affirme que la mission fixée par Poutine est en train d'être accomplie, il cherche également à rassurer l'opinion publique russe. Hein, et le message est simple. Malgré les attaques ukrainiennes, Moscou estime conserver l'initiative stratégique. C'est ça. Ben, en fin de compte, on se pose la question de savoir quelles conséquences pour la suite de la guerre, après cette frappe, à laquelle le monde entier a assisté brutalement et subitement. Quelles conséquences? Lorsque nous regardons la déclaration de Sergei Lavrov, c'est une déclaration qui prépare clairement l'opinion à une intensification des opérations. Les opérations seront intensifiées. Les prochaines cibles pourraient concerner les infrastructures énergétiques ukrainiennes, les centres militaires, des installations logistiques, les capacités de production de drones. Ah oui, les capacités de production de drones. Et finalement, la guerre des drones va encore reprendre de la plus belle des manières. On le disait tantôt dans l'une de nos conférences, les producteurs de drones se sentaient mal à l'aise puisque la guerre du côté de l'Iran n'utilisait pas trop de drones en tant que tel. Mais le marché des drones du côté de l'Ukraine est un bon marché qu'il ne faut pas laisser tomber. Et c'est pourquoi, lorsque certains se demandent, eh ben, pourquoi la paix ne peut pas revenir en Ukraine depuis 4 ans déjà, qu'est-ce que les gars du G7 sont en train de faire? Qu'est-ce que les puissances occidentales sont en train de faire? Ils ne font rien. Au contraire, ils sont en train de se battre afin que le conflit puisse continuer de la plus belle des manières. Puisque ça enrichit beaucoup de plateformes, beaucoup de clans, de la mafia. Alors, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité internationale. Je vous salue où que vous soyez partout dans ce monde. Merci à toutes et à tous. On a repris. Voilà, désormais libre, tranquille. Voilà. Nous allons continuer à observer l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. En ce jeudi 18 juin 2026, le monde a été surpris par un regain de tension, un regain inédit du côté de Moscou. On pensait que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'était terminée. Mais en cette matinée, plus de 700 drones ukrainiens, on va dire de l'Ukraine et de l'OTAN, ont été déversés sur la capitale russe, Moscou. Les images font froid dans le dos. Et cela se passe juste après quelques heures qu'on a appris que du côté de l'Iran, entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, que l'accord était vraiment sur la bonne voie. En tout cas, un semblant d'accord a été trouvé, même si ce n'est pas encore signé. Ça veut dire, pendant que la guerre est en train de prendre fin du côté de l'Iran, du côté du Moyen-Orient, la guerre reprend de la plus belle des manières du côté de la Russie, du côté de l'Ukraine. Alors, est-ce que c'est Donald Trump qui est fâché parce qu'on l'a fait humilier du côté du Moyen-Orient? Puisque, vous savez, Washington a essuyé une honte inédite du côté du Moyen-Orient. Ça a été un échec cuisant face à l'Iran. Même cet accord-là, ce n'est pas un accord qui est favorable à Washington. Et c'est pourquoi Israël même n'est pas du tout content de cet accord. Donc, est-ce que c'est à partir de là que Donald Trump a ordonné à l'Ukraine de frapper de la plus belle des manières? Sinon, c'était une sorte de trêve, une sorte de pause. Le monde pensait que c'était terminé. Mais finalement, on comprend que ces gens
ils ont un appétit réel pour la guerre. Ah oui, tant qu'il y a la guerre, les businessmen de la guerre sont à l'aise. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Allons-y dans plus de détails. L'Ukraine a frappé Moscou avec une attaque record de drones, sans gêne et sans peur de riposte russe. La guerre entre la Russie et l'Ukraine vient d'entrer dans une nouvelle phase. L'Ukraine a lancé ce qui est présenté comme l'un des plus importants, ou du moins l'une des plus importantes offensives de drones contre le territoire russe depuis le début du conflit. C'est la toute première fois, ce qu'ils viennent de lancer. Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, il s'agit de plus de 700 drones qui ont été engagés dans une vaste opération visant plusieurs régions russes. Plusieurs régions ont été visées, mais plus particulièrement la région de Moscou. À l'instant où je vous parle, la ville de Moscou est en état d'alerte maximale. Le conflit vraiment est en train de prendre une autre dimension. Parmi les cibles figurent des installations pétrolières. Donc ils ont commencé à s'attaquer à des installations pétrolières pour appauvrir l'économie russe. C'est ça l'objectif. Alors, il y a la raffinerie de Kapotnia qui est située dans la région de Moscou. Cette raffinerie a été touchée proprement. Oui, il faut rappeler que cette raffinerie avait déjà été touchée tout récemment. Et donc c'est la deuxième fois que la raffinerie soit touchée. Cette attaque intervient alors que le conflit est entré dans sa 4e année et que les combats terrestres restent extrêmement intenses sur plusieurs secteurs du front. 4 ans de guerre. C'est devenu une guerre d'usure que les gens ne veulent même plus. Les gens n'avaient même plus envie d'entendre parler. Ben, ça reprend de la plus belle des manières. On dirait que c'est aujourd'hui que ça démarrait. Et le fait que la capitale, Moscou, soit frappée, surtout cette raffinerie de pétrole, le monde se pose la question. Est-ce que la Russie va rester sans riposter? Et si la Russie riposte, le conflit va prendre quelle tournure? Et donc, l'autre question simple qu'on se pose, est-ce que nous sommes en train d'assister à une nouvelle stratégie ukrainienne qui vise directement l'économie russe plutôt que les lignes de front? C'est ça la question. Désormais, ce ne sont plus les lignes de front qui sont visées. Ils visent désormais l'économie russe. Alors, l'autre question qu'on va se poser, pourquoi cette attaque est particulièrement importante? Parce que Moscou n'est plus hors de portée. Si au départ, les capacités militaires, les capacités balistiques ukrainiennes démontraient des faiblesses, des limites de l'Ukraine, ce qui mettait la capitale russe hors de portée des tirs ukrainiens, mais désormais, à tout moment, s'ils veulent, ils peuvent frapper la capitale. Il y a même des images qui sont devenues virales et qui montrent comment est-ce que le moment où le drone a frappé la raffinerie, en plein cœur de la capitale, Moscou, est-ce que ce sont les systèmes de défense qui étaient défectueux? Est-ce que les drones qui sont venus sont effectivement des drones émanant, n'est-ce pas, des Ukrainiens? Ou bien l'OTAN a participé? Ou bien l'Amérique a participé? Voici autant de questions qui se posent. Et donc, les différentes réponses vont nourrir la réaction ultime de la Russie. Parce que ça, c'est quand même une première. Ce type de frappe record sur la capitale russe, sans oublier qu'il y a d'autres régions qui ont été frappées. C'est du jamais vu depuis le début du conflit. Alors, il faut donc dire que aujourd'hui, les drones ukrainiens démontrent une capacité croissante à atteindre à la fois Moscou, à atteindre les infrastructures pétrolières, à atteindre les centres logistiques, à atteindre les installations énergétiques et stratégiques. En fin de compte, l'objectif est clair. L'objectif ukrainien ou otanien est très clair. C'est de faire comprendre que la profondeur stratégique russe n'est plus totalement protégée. Et oui, ils viennent de le démontrer. Et là, la Russie
la Russie va pas rester sans répondre. La Russie risque d'aller dans une réaction que le monde ne va pas apprécier. Donc il faut donc dire que l'énergie devient une cible prioritaire. La raffinerie de Kapotina n'a pas été choisie au hasard. Alors, les infrastructures énergétiques représentent quoi pour la Russie? C'est une source majeure de revenus. C'est un élément clé de l'effort de guerre russe. C'est un symbole de la puissance économique de la Russie. Donc en frappant ces installations, Kiev cherche à augmenter le coût économique du conflit pour Moscou. Augmenter le coût économique. Et les Occidentaux ont déjà eu quelques preuves de ce type de combat du côté de l'Iran. Et donc, si au départ l'Ukraine avait peur de frapper directement les infrastructures énergétiques russes, désormais c'est pareil. Alors, la guerre des drones est en train de prendre une dimension industrielle. Il faut dire que plus les drones sont utilisés, plus les producteurs de drones se font de l'argent. Donc, pourquoi les businessmen de la crise vont accepter que cette guerre puisse prendre fin? C'est ça le problème. Pendant que la plupart des armes que l'Ukraine utilise proviennent des États-Unis d'Amérique. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec, bien sûr, de nouvelles informations. La situation reste très ambiguë et très catastrophique. En cette matinée du 17 juin 2026, Israël vient de violer le cessez-le-feu. Israël vient de frapper une ville iranienne. Israël vient de frapper. Et Israël ne s'est pas limité aux frappes simplement des cibles militaires, mais c'est que Israël a aussi frappé des véhicules civils et des secouristes même qui sont venus à l'aide. Alors, ça s'est passé à Maïfoundoum. Israël a d'abord ciblé un véhicule, puis les secouristes civils. Et donc, on se demande, cet accord qui est en gestation, qui n'est même pas encore né, est-ce que cet accord pourra même voir le jour? Parce que les images font froid dans le dos. Je vous fais voir quelques... Voilà, ça va sortir en noir-blanc, vous voyez? Vous voyez? Donc, Israël ne tolère pas. Et la principale raison pour laquelle Israël est en train de frapper, c'est parce que Israël n'est pas du tout d'accord avec le protocole d'entente qui a été établi entre Washington et l'Iran. Puisque beaucoup parmi eux disent clairement que ce protocole d'entente, dont la partie importante, ce sont les 300 milliards de dollars destinés à la reconstitution de l'Iran, ils estiment que l'Iran a eu trop d'avantages. D'abord, les objectifs militaires qu'ils se sont assignés avant le déclenchement du conflit, ces objectifs ne sont pas atteints. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Cela fait d'abord mal à Israël. Ensuite, le Liban. Israël ne veut pas lâcher le Liban. Donc, si l'Amérique peut supporter la honte, Israël n'est pas prêt à supporter la honte. Pas du tout. Alors, cette frappe qui vient d'avoir lieu, on se demande, quelle va être la réaction de l'Iran? Mais comme l'Iran parfois aime se comporter comme la Russie, parce que l'Iran cherche toujours à avoir des preuves, on va attendre de voir. Mais en attendant, voyons quelques éléments de l'accord en question. Qu'est-ce qui a été concrètement dit? Alors, Téhéran, Washington et alliés ont annoncé la fin immédiate de la guerre sur tous les fronts, avec les conditions suivantes. Téhéran, Washington et alliés se sont engagés à ne lancer aucune action hostile et à s'abstenir de menaces. Ce premier point déjà vient d'être violé par Israël. Deuxième point, Téhéran et Washington se sont engagés à conclure un accord sans délai et dans un délai maximum de 60 jours, prorogeable. Donc ils se sont accordés sur un délai de 60 jours pour parvenir à un accord. Ben, malheureusement, cette période de trêve vient d'être violée. Il faut dire que les États-Unis ont levé le blocus naval contre l'Iran. Et ça, c'était immédiatement après la signature du mémorandum d'accord.
et la levée du blocus, c'est ce qui a conduit à l'autorisation de la vente du pétrole et du carburant iranien. D'accord? Ils ont autorisé automatiquement. Ça, c'est entré en vigueur. Donc, l'Iran gagne à ce niveau. L'autre point de l'accord, les États-Unis se sont engagés à retirer leurs forces de la région dans les 30 jours suivant la date de l'accord final. Donc, les forces américaines vont rester dans la région, mais dans les 30 jours après la signature de l'accord final, l'Amérique va retirer ses troupes. Mais la grosse question qui reste sur les lèvres de tout le monde, est-ce que même cet accord final sera signé? En tout cas, ça serait surprenant quand même. Ça serait surprenant. Parce que les alliés de Washington ne sont pas contents du mémorandum d'accord. Et au-delà même de ce mémorandum d'accord, l'Iran a ses conditions très fortes. L'autre élément, l'autre point, l'Iran s'efforce de reprendre le mouvement des navires dans les 30 jours en tenant en compte les nécessités d'éliminer les obstacles. Ça, c'est au niveau du détroit d'Ormuz. L'autre point, c'est que Washington s'engage à coopérer avec ses partenaires régionaux pour la réhabilitation et le développement économique de l'Iran. Donc, ses partenaires, c'est-à-dire ses alliés du Golfe, qui l'ont aidé à détruire, y compris d'autres alliés occidentaux, vont réhabiliter l'Iran, relancer l'économie de l'Iran. C'est la théorie de qui casse paye. Tu es venu casser tout, tu as le droit de payer, le devoir de payer. Et c'est ce que beaucoup ne sont pas en train d'aimer. Donc, Washington s'engage à mettre fin aux sanctions contre l'Iran selon un calendrier convenu dans le cadre de l'accord. Donc, toutes les sanctions contre l'Iran vont connaître une fin. En réalité, cette guerre, au lieu d'affaisser l'Iran, va élever l'Iran. C'est pourquoi, à quelque chose malheur est bon. On le dit très souvent. Ça va élever l'Iran, ça va relever le niveau économique de l'Iran. Alors, l'Iran réitère qu'il ne produira jamais d'armes nucléaires. Est-ce que ça, c'est une obligation? L'Iran a toujours dit qu'il ne va jamais produire d'armes nucléaires. Mais la discordance est née d'où? Le désaccord est né de quoi? Eux, ils ont dit que l'Iran ne doit même pas avoir le nucléaire civil. Et l'Iran dit non, c'est mon droit, consacré par les conventions internationales. Donc ce que l'Iran a réitéré là, ça ne sert à rien. C'est on a déjà vu, c'est du déjà vu. Donc, Téhéran et Washington sont convenus de discuter du sort des matériaux enrichis et des questions nucléaires dans un accord final. Là, ils vont discuter. Mais le matériel enrichi là, c'est pour le nucléaire civil. L'Iran ne va jamais accepter de donner ça. L'autre point de l'accord, Téhéran et Washington s'accordent pour maintenir le statu quo jusqu'à la conclusion d'un accord final. Maintenir le statu quo, c'est-à-dire rester tranquille. Mais c'est ce statu quo qui a été violé ce matin par Israël. L'Iran maintient son programme nucléaire actuel sans que Washington n'impose de sanctions ni de renforce, n'impose de sanctions ni ne renforce ses forces. Voici l'un des points les plus intéressants. Dans le mémorandum, l'Iran maintient son programme nucléaire civil actuel sans que Washington n'impose de nouvelles sanctions, ni ne renforce ses forces sur le territoire. C'est là l'échec cuisant de Washington. C'est pourquoi Donald Trump est sorti aujourd'hui, il a commencé à dire non, l'accord n'est pas encore définitif. L'autre point, Washington s'engage à exempter le pétrole iranien et les services bancaires connexes des sanctions. On lève les sanctions, banques et autres, pétrole, tout sur l'Iran. L'avant-dernier point, d'accord, c'est que Washington s'engage à libérer les fonds et les actifs iraniens qui ont été gelés. Ça, ce n'est pas une victoire iranienne. Hein? Après avoir reçu des garanties pour la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions de l'accord, les deux pays entament des négociations sur l'accord final. Le dernier point, l'accord final entre Washington et Téhéran va être adopté par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voici quelques points que nous avons à notre disposition. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.